Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... We are seeing a phenomenon that I have never seen. There's nothing normal about what you're seeing when it comes to this stock right now. Well, it started this spring when a user pointed out that GameStop had a massive amount of short interest, bets essentially that the stock would decline. As long as the stock fell, short sellers would make money. But the Redditors figured out that if they collectively bought a bunch of GameStop, they could force a surge. The short sellers would have to buy back higher, creating what's known as a squeeze. And it worked. Des histoires étranges de l'ère numérique. En janvier 2021, le monde financier est secoué par une crise sans précédent. Une communauté en ligne d'investisseurs réussit à provoquer une hausse spectaculaire du cours de l'action de l'entreprise GameStop. Alors que le prix de l'action monte, ceux qui ont parié sur la chute de GameStop se retrouvent en danger de tout perdre. Étrangement, lorsque l'action atteint des sommets, les ventes de l'action sont impossibles. Il y a définitivement apparence de complot. Installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans l'un des événements les plus marquants du monde financier à l'ère numérique. Seb, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien, merci. Imagine-toi donc, imaginez-vous donc les distordus qu'il reste juste 2 épisodes à notre saison. Oui, c'est fou, hein? Ah oui, on a celui-ci sur la saga de GameStop et de Wall Street Bets. Oui. On en a un autre qui s'en vient pour terminer notre saison et vous allez voir, on a tout un sujet. Je suis sûr que ça va vous plaire. Et ne pas oublier en fait qu'on fait un 14e épisode exclusivement pour les membres Oui Monsieur sur Patreon. Donc un épisode secret. On connaît déjà le sujet, nous, bien évidemment. Bien sûr. Mais c'est un épisode qui est disponible juste pour vous, les membres Patreon. Oui. Et sinon, on a quelques surprises qui s'en viennent aussi. On a d'autres idées. Oui. Après ça, on prend une pause estivale, mais on risque quand même de faire un petit peu de contenu, vous allez voir, parce qu'on a plein d'idées, on a de la difficulté à s'arrêter. Mais bref, quand même une saison intéressante jusqu'à là, Seb. Puis en plus, avec le sujet d'aujourd'hui, on montre que, je pense, on s'est bien diversifié. On n'a pas juste parlé de meurtre ou de disparition et autres. On a fait des épisodes assez différents, comme Randonautica, par exemple, exact, que certains ont détesté, que d'autres nous ont dit que c'était le meilleur épisode de leur vie. Exact. Donc, un épisode très polarisant. Parfois, on s'éloigne du true crime, comme aujourd'hui, parce que, dans le fond, on voulait s'attarder à ça. On voulait parler un peu du monde financier. On voulait se trouver un peu un prétexte de le faire. Puis, qu'est-ce qu'il y a de mieux que la saga GameStop, en fait, qui a ébranlé tout l'Internet et le monde réel, en fait, en 2021. Oui, c'est assez incroyable. Hein? C'est là qu'on s'est rendu compte du pouvoir des communautés en ligne dans le marché financier. On dirait que c'était un des premiers cas où il y a eu un réel impact d'une communauté qui dirige une masse d'investisseurs individuels à investir dans une entreprise. Oui, et qui met beaucoup de pression sur les grosses banques, en fait. Exactement. Donc, cette poignée de petits investisseurs-là quasiment fait crouler des compagnies financières qui existent depuis des décennies, en fait. Là. Donc, ça risque d'être très intéressant. Vous nous direz ce que vous en pensez. On n'est ni des érudits du monde des finances. Moi et Seb, on est des spécialistes de rien, finalement. Mais on s'est renseigné pour tenter de vous expliquer le mieux possible ce qui s'est passé en 2021 autour de GameStop. Vous allez voir, c'est assez passionnant. Et on vous revient avec notre dernier épisode de la saison très bientôt aussi, qui est un sujet complètement différent. Donc, on aime ça aller d'une direction à l'autre là, dans cette saison, saison 8. Mais pour commencer, Seb, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Oh, ce soir, mon cher Émile, on boit une bière de la microbrasserie La Fosse de Donnacona, près de Québec. Et elle s'appelle la Frio. C'est une cold IPA.
en fait, qui est proche des IPA Nord-Est qu'on aime beaucoup. Là. Très bonne. Oui, elle est très, très bonne. Elle place le houblon en avant-plan. Il y a des saveurs d'agrumes, de fruits tropicaux, avec une légère amertume puis un côté résineux. Elle est délicieuse, honnêtement. Donc, la Frio, qui est une cold IPA de la Fosse de Donnacona. Et elle nous vient de Marc Gagnon, en fait, qui nous a financé cette bière grâce à la tournée de bière sur notre site web. Donc, merci à toi, Marc, de nous avoir fait une tournée de bière. On a aussi un shout-out 5 étoiles sur Apple Podcast, Seb. Oui, qui nous vient de la Martienne elfique. Oh là là! J'aime le nom. J'aimerais bien rencontrer une elfe martienne. Oui, moi aussi. Elle nous dit du mystère dans les oreilles. J'ai lu votre livre avant de découvrir le podcast. Oh. Ça, c'est intéressant. Et juste, wow, quelle belle surprise. Je vous écoute un épisode ou deux à la fois pour être sûr de ne pas arriver à la fin trop vite. J'adore ce que vous faites, les enquêtes, les hypothèses et les discussions autour d'une bière. On a l'impression d'être avec vous dans notre salon. Ben, c'est ça l'objectif, en Oui, fait. merci à toi, la Martienne. Yeah! On vous rappelle qu'il y a un after-show qui attend nos abonnés Patreon tout juste après cet épisode. Et cette fois-ci, on va parler de la bulle Internet des années 2000, Oui. parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a secoué le monde financier. Oui, vraiment, qui est relié à la haute technologie. Hein. On avait tellement l'impression que les compagnies technologiques allaient valoir. On investissait beaucoup dans l'avenir sans que ces entreprises-là génèrent des revenus. C'était une première fois dans l'histoire aussi qu'on avait autant confiance au futur, aux futurs revenus. Et bon, comme un peu toute la technologie, l'Internet ne s'est pas développé nécessairement comme les investisseurs auraient pu le penser. Ça a créé quand même beaucoup de dommages à l'époque. C'est un peu parti en cacahuète, comme diraient nos amis français. Oui, exact. Yes, donc suivez-nous pour les abonnés. Oui, monsieur, tout de suite après ce show, dans l'after show, on parle de ce sujet-là. On a aussi 2 autres bonus qui s'en viennent au courant des prochaines semaines, donc restez à l'affût, guys. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui? Oui, mais juste avant, Émile, nous devons donner un shout-out à notre commanditaire d'aujourd'hui, le Centre de formation professionnelle des Riverains. Oui, un très cool commanditaire d'ailleurs, je dois dire. Ouais. Toi, Seb, est-ce que tu as déjà rêvé de lancer ta propre entreprise, mettons, là, de fabrication de bière artisanale? Oui, je dois avouer, oui, Émile, mais je ne sais pas par où que je pourrais commencer pour débuter ça. Eh bien, j'ai une solution pour toi. Imagine-toi que le Centre de formation professionnelle des Riverains offre un programme de lancement d'entreprise gratuit en ligne qui te permettra d'apprendre tout ce dont tu as besoin en seulement 14 semaines. C'est gratis! Oh, wow! C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Émile, mais est-ce que le programme est réservé exclusivement aux entreprises qui font de la bière? Pas du tout, en fait. C'est pour tous les types d'entreprises. Que tu cherches à lancer une entreprise de jeux vidéo ou de café branché, le programme est ouvert à tous, donc ça se limite pas du tout à des entreprises spécifiques. Ah, c'est génial ça. Puis est-ce que je peux y participer de chez moi en pyjama comme j'aime? Je vois pas pourquoi tu changerais une recette gagnante. Seb, tout ce que tu as à faire, c'est de t'inscrire sur le site web du CFP des Riverains à l'adresse cfpriverain.qc.ca/programme-lancement. Bref, rendez-vous sur le site du Centre de formation professionnelle des Riverains et vous allez tout trouver. J'ai une autre question pour toi, Émile. Est-ce que le programme est admissible aux prêts et bourses? Absolument. Tout est en place pour t'aider. Alors, si tu cherches à lancer ta propre entreprise, inscris-toi dès maintenant au programme de lancement d'entreprise du CFP des Riverains. Merci du conseil, Émile. Donc, si vous cherchez à lancer votre propre entreprise, que ce soit dans peu importe le type d'entreprise, rendez-vous au cfpriverain.qc.ca/programme-lancement pour vous inscrire. N'oubliez pas, c'est gratuit et en ligne, alors n'attendez plus. Je pense qu'on a tout dit, Seb. Lançons-nous donc dans l'épisode d'aujourd'hui. Oui, monsieur. C'est parti. Maintenant. Au cours des dernières années, Émile, l'industrie du jeu vidéo a connu une transition rapide du format physique vers le numérique, ce qui a entraîné le déclin des ventes de jeux vidéo en boîte, comme on le connaît, et ça a impacté négativement les détaillants qui sont spécialisés dans la vente de jeux vidéo physiques. Oui, ça c'est clair. Moi, j'ai longtemps travaillé dans le jeu vidéo, puis c'est un monde qui était très axé encore, qui a longtemps été axé sur le produit physique, le DVD, la pochette, créer de l'impact
dans les tablettes du Walmart. Et oui, je sais où tu t'en viens tranquillement avec cette histoire-là. GameStop était l'entreprise numéro 1 de vente de jeux vidéo. Oui, exactement. Et cette tendance-là, elle s'est accélérée en raison, en plus, de la pandémie de COVID-19 qui a provoqué une énorme augmentation de la demande pour le divertissement en ligne et a vraiment exacerbé les défis auxquels les magasins physiques étaient déjà confrontés, même avant la COVID. Le commerce électronique était déjà bien implanté dans nos mœurs. Oui. Pour vous donner une idée, en Amérique du Nord, les ventes de jeux vidéo physiques ont chuté de 21% en 2020, tandis que les ventes numériques, elles, ont bondi de 44% la même année. Pendant ce temps-là, en Europe, les ventes de jeux physiques, elles, ont diminué de près de 28%, c'est encore plus fort, et les ventes numériques ont augmenté de 49%. Donc, l'Europe est vraiment un gros marché du jeu vidéo, encore plus que l'Amérique du Nord en termes de pourcentage dans cette période-là. Ça m'a surpris, je dois avouer, que l'impact est encore plus grand en Europe sur les jeux physiques. Ben oui, puis en plus, maintenant, presque tous les éditeurs de jeux vidéo presque ont leur marché en ligne. Oui, exact. Donc, non seulement on peut acheter sur PlayStation Network, sur le Xbox Marketplace, mais Ubisoft ont leur marché, Steam en ont un aussi. Epic Games, exactement. Donc, ça met énormément de pression, puis ça diminue énormément les parts de marché des magasins qui s'étaient bâtis sur la vente de jeux vidéo physiques. Là. Oui, exact. Et on va en reparler un petit peu plus tard, là. On va faire un petit historique de GameStop, là, mais pour le moment, je vais arrêter ici. Nous sommes le 8 décembre 2020. GameStop annonce que ses ventes nettes ont chuté de manière spectaculaire au troisième trimestre de son exercice fiscal de 2020, en baisse de plus de 30% par rapport à la même période en 2019. Le détaillant attribue cette baisse des ventes à plusieurs raisons, dont une réduction de 11% du nombre de magasins. Cependant, dans le même rapport de résultats, la société souligne un point positif. Les ventes en ligne ont considérablement augmenté, enregistrant même une hausse de 257% par rapport à l'année précédente. Malgré tout ça, la société va déclarer une perte de 63 millions de dollars au troisième trimestre, donc l'action de GameStop plonge alors de près de 20% le lendemain, clôturant le 9 décembre à 13,66 $ l'action. Parallèlement aux discussions sur le sujet dans le monde financier, des membres du subreddit Wall Street Bets, qu'on va souvent appeler WSB par son acronyme, est une communauté en ligne qui a été fondée en 2012 qui rassemble des investisseurs amateurs et passionnés par la finance. Eux, ils remarquent que de nombreux fonds d'investissement, plus communément appelés des hedge funds, dont Melvin Capital et Citron Research, ont pris des positions massives à découvert sur l'action de GameStop. Et là, on va vous expliquer tout ce jargon-là très bientôt. Le symbole à la bourse de New York, également connu sous le nom de la New York Stock Exchange, est GME. Donc, le code de GameStop, c'est GME. Souvent, on va y faire référence. Créée en 1792, la New York Exchange est la plus grande bourse, Stock Exchange, est la plus grande bourse du monde en termes de capitalisation boursière des sociétés cotées. Bon, pour vous expliquer un peu, les hedge funds sont des fonds d'investissement alternatifs qui adoptent diverses tactiques et utilisent différents instruments financiers afin de générer des profits. C'est comme des banques créatives. Oui, exact. Puis souvent utilisées par les gens très riches ou très, très aisés qui leur donnent de l'argent, puis amuse-toi avec ça tant qu'à la fin de l'année, tu me ramènes un profit. C'est très haut risque. Oui, exact. Leur objectif principal est de réaliser des rendements positifs indépendamment des conditions de marché. Pour atteindre cet objectif, ils mettent en œuvre une combinaison de stratégies. Lorsque l'on dit que les fonds d'investissement ont pris des positions massives à découvert sur l'action de GameStop, cela signifie qu'ils ont mis en place une stratégie financière visant à profiter de la baisse du cours de l'action. Je vous explique comment ça fonctionne. En fait, la vente à découvert, ou le short selling en anglais, est une technique d'investissement utilisée par les traders et les fonds d'investissement pour parier sur la baisse du prix d'une action ou d'un autre actif financier. Lorsqu'un investisseur vend à découvert une action, il emprunte d'abord ses actions à un autre détenteur d'actions, généralement une institution financière, avec la promesse de les retourner à une date ultérieure. Ensuite, l'investisseur vend immédiatement les actions empruntées sur le marché au prix actuel. Donc,
Si le prix de l'action a baissé comme prévu, l'investisseur peut alors racheter les actions à un prix inférieur et les retourner au détenteur initial, empochant la différence entre le prix de vente initial et le prix de rachat. Émile, donne-nous un exemple plus concret là, pour que ça soit plus clair dans la tête des distordus. Oui, absolument. Un exemple de short selling, en fait, je dirais aussi que certains d'entre vous ont peut-être vu le film The Big Short avec Christian Bale, justement, qui est une histoire vraie qui explique un peu la bulle financière qui a pété là, en 2008. Ouais. C'était, entre autres, le personnage de Christian Bale qui joue Michael Berry, qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'il y avait un petit rôle à jouer quand même dans cette histoire de GameStop. Lui tentait de miser sur, justement, il tentait de shorter le marché financier d'une certaine façon, donc de miser sur la chute. Donc, on est dans un monde où c'est possible, ça, de miser sur la chute de quelqu'un, là. Des gens pourraient miser sur, je sais pas moi, la baisse de nombre Patreon de distorsion. Oui, exact. Ou sur la chute de notre podcast. Mais mettons un petit exemple. Imaginons que vous êtes un investisseur et que vous pensez que l'action d'une entreprise comme DistoCorp, par exemple, va baisser prochainement. Donc, mettons que actuellement, l'action est à 100 $. Donc, vous empruntez 10 actions de DistoCorp à un courtier avec l'intention de lui rendre plus tard. Donc, vous vendez immédiatement les 10 actions empruntées sur le marché au prix actuel de 100 $, ce qui vous rapporte 1000 $ parce que vous avez 10 actions à 100 $. Comme prévu, le prix de l'action de DistoCorp baisse, mettons, à 60 $. Donc, vous rachetez encore 10 actions sur le marché à 60 $ l'action pour un coût total de 600 $ au lieu de 1000 avant. Ouais. Donc, vous rendez les 10 actions empruntées à votre courtier. Donc, vous avez réalisé un bénéfice de 400 $, 1000 $ moins 600 en vendant à découvert les actions de DistoCorp. Donc, c'est une drôle de tactique quand même. Oui. Hein? C'est créatif dans la manière de voir la chose, de s'enrichir avec la chute d'une entreprise. Oui, puis c'est assez étrange. Je ne savais pas, comme tu me disais en début d'épisode, je ne suis pas un érudit de la bourse, mais je ne savais pas qu'on pouvait emprunter des actions temporairement pour toi-même les utiliser. Puis je sais qu'ils ont ces grosses compagnies-là ont des ententes avec les banques. Ils leur donnent quand même un petit frais là, au bout. Il y a la banque ou l'institution qui prête son action, elle a quand même un petit retour s'il n'est pas exactement calculé là-dedans, mais quand même, c'est une autre façon, comme tu dis, créative de faire de l'argent là, sur le marché financier. Oui, c'est un peu ingrat en même temps, je dois dire. Oui, c'est particulier. De souhaiter la chute d'une entreprise. Là, oui. C'est comme un pari sportif sur une équipe de sport, sauf que là, je trouve que ça a plus d'impact sur la vie réelle. Là. Oui, carrément. C'est un monde tordu dans lequel on vit. Oui. Revenons tranquillement sur Reddit et sur la discussion autour de GameStop. Donc, la prise de conscience de cette situation par les membres de Wall Street Bets, la page de Reddit, les incite à agir. Ils voient dans la position à découvert des fonds d'investissement, une opportunité de faire pression sur ces derniers et de réaliser des gains importants. Donc, ils se rendent compte que des gens tentent de shorter GameStop, mise sur sa chute, en fait. Plusieurs membres de la communauté de Wall Street Bets, dont un utilisateur du nom Deep Fucking Value, qu'on va vous parler beaucoup aujourd'hui, également connu sous le nom de Keith Gill ou aussi sous le nom de Roaring Kitty. Oui, donc, il y a plusieurs noms un peu d'influenceurs financiers. Donc, ces gens-là militent pour l'achat d'actions de GameStop sur le forum depuis le mois d'août. Gill, qui a lui-même investi dans l'entreprise, souligne le potentiel de croissance à long terme de GameStop. Donc lui, il y croit vraiment. Oui. Il mentionne notamment l'implication récente d'investisseurs tels que Ryan Cohen et Michael Burry, dont je vous ai parlé du film The Big Short, ainsi que la possibilité de provoquer un short squeeze sur les hedge funds ayant des positions à découvert. Et là, vous allez voir, je vais vous parler un peu d'un short squeeze, et après, vous allez être pas pire en termes de jargon pour continuer l'histoire. Donc, un short squeeze, ça se produit lorsque le prix d'une action augmente rapidement et de manière inattendue, ce qui oblige les vendeurs qui tentent de shorter ceux qui misent sur la chute, ça les oblige à racheter des actions qu'ils ont vendues pour limiter leurs pertes, mais à plus haut prix. Donc, ce rachat massif d'actions fait monter d'une manière exponentielle, en fait, le prix de l'action.
créant un cercle vicieux pour les vendeurs à découvert et un cercle vertueux, en fait, pour les acheteurs. Exact. Donc, un short squeeze, c'est de tenter de squeezer ceux qui short GameStop. Ceux qui short sell, oui, exact. Ouais. Parce qu'eux doivent toujours acheter les actions à très, très, très haut prix et ils perdent de l'argent à chaque jour, les banques qui supportent ces initiatives-là. Oui, parce que les actions que tu empruntes, tu es obligé de les rembourser. Oui, exact. Fait qu'il faut que tu rachètes. Là. Pour vous en dire un peu plus sur les investisseurs impliqués, il est important de mentionner Ryan Cohen, j'en ai parlé brièvement, qui est le cofondateur et ancien PDG de Chewy.com, qui a joué un rôle déterminant dans la croissance rapide de cette entreprise. Fondé en 2011 sous sa direction, Chewy.com est devenu l'un des principaux détaillants en ligne de produits pour animaux de compagnie en mettant l'accent sur une large gamme de produits tels que la nourriture, les accessoires et les médicaments sur ordonnance à des prix compétitifs, ainsi qu'un excellent service à la clientèle. Donc lui, Ryan Cohen, est impliqué là-dedans. C'est un investisseur qui a soutenu GameStop. Et il y a aussi Michael Berry, qui est célèbre pour avoir prédit et profité là, de la crise des subprimes de 2008, comme j'en ai parlé, qui est un événement extrêmement dramatique, là. Lui a reconnu lui aussi le potentiel de GameStop et a investi dans l'entreprise bien avant la frénésie. Oui. Là. Il a commencé, je pense, en 2018-2019 dans ce coin-là. Sa participation et son soutien ont contribué à renforcer la confiance des membres de Wall Street Bets dans le potentiel de croissance de la compagnie et la possibilité de provoquer un short squeeze sur les banques ayant des positions à découvert envers GameStop. Toujours en décembre 2021, on remarque... 2020. Oh, 2020, pardonne-moi, je vais le refaire, André. Toujours en décembre 2020, on remarque également la multiplication des memes et des messages humoristiques sur Wall Street Bets concernant GameStop. C'est devenu un peu une blague Internet. Oui, là. tranquillement. Mais ça contribue enfin à faire monter la popularité de toute cette saga, là. Cette viralité des contenus sur les réseaux sociaux et dans les médias en ligne a non seulement attiré l'attention d'un public plus large, mais a également suscité un intérêt accru pour le mouvement et son impact potentiel sur le marché financier. Au fur et à mesure que le nombre de membres de Wall Street Bets augmente, et je crois qu'ils sont devenus à des millions de membres à un certain moment, parce que l'attention était sur eux, et que l'action de GME de GameStop gagne en popularité, les médias traditionnels commencent à prêter attention à ce mouvement en ligne. Des articles et des reportages sur le sujet sont publiés, amplifiant la notoriété de la situation et attirant encore plus d'investisseurs amateurs dans la bataille contre les positions à découvert des fonds d'investissement. Donc tout ça se tourne un peu en bataille de David contre Goliath. Exact. Donc les petits investisseurs qui vont investir quelques milliers de dollars par-ci par-là, et les grosses banques qui, eux, c'est des millions, des milliards investis dans le pari que GameStop va se planter. Oui, exact. Donc, tu as vraiment cette rivalité entre les deux là, qui commence à se monter. Puis là, les médias traditionnels embarquent là-dedans. Ouais. Et je suis convaincu que vous-même, vous en avez déjà entendu parler, peu importe vous êtes où dans le monde. Vrai, possiblement que votre grand-mère en a entendu parler aussi parce que c'était devenu le sujet du jour. On en parlait un peu à la rigolade, c'est-à-dire que tout le monde se demandait un peu, voyons, il y a des gens qui font monter l'action de GameStop, mais il me semble GameStop, les jeux vidéo physiques, c'est en déclin. C'est en déclin, donc c'est bizarre un peu, mais l'action continuait de monter. Donc, à quelque part, ça nous montre à quel point le monde est superficiel d'une certaine façon. Là. Oui. Le marché financier est toujours un peu déconnecté, on dirait, parfois de la réalité, ou même des fois trop émotif. Hein, ça il est très, très, très émotif, le marché financier. On aura la chance d'en reparler lors des réflexions en fin d'épisode, mais c'est pas une saga qui nous donne confiance en les marchés financiers. Bref, à la fin de l'année 2020, l'action de GameStop devient un symbole de la lutte entre les petits investisseurs et les géants de Wall Street. Et ce qui prépare le terrain pour les événements tumultueux qui s'en viennent durant le mois de janvier et février 2021. Et vous allez voir, ça va chauffer. Mais avant d'aller plus loin, Seb, raconte-nous un peu l'histoire de GameStop là, pour comprendre un peu son évolution jusqu'ici. Oui, mon cher Émile. Au fil des ans, GameStop est devenu la plus grande chaîne de magasins de jeux vidéo aux États-Unis avec des milliers de magasins dans tout le pays. La société a également étendu ses activités à l'international avec des magasins en Australie, en Europe et au Canada. Au Canada, entre autres, ils ont la filiale EB Games là, que moi-même, je vais encore là, de temps en temps. Tant de bons moments à flâner dans les centres d'achat chez EB Games. Exact. Mais j'aime encore ça y aller. Ben oui.
Cependant, elle est confrontée à une forte concurrence dans l'industrie du jeu vidéo et de la vente au détail. GameStop a été fondé en 1984, ça fait quand même longtemps, à Dallas, au Texas, et à l'époque, elle s'appelait Babbage, ou Babbage's, une entreprise qui vendait des logiciels pour ordinateurs personnels. En 84, je ne sais même pas si Nintendo était sorti, je pense que c'est 88. Ben oui, c'est ça que je me demandais. Ils vendaient déjà des jeux vidéo à cette époque-là, mais il y en avait, ça se peut. Oui, hein? Oui, il y avait des jeux d'ordinateur. Il y avait du Atari, il y avait du Intellivision à fond. Nintendo, il devait en avoir déjà un. Peut-être un premier. Oui, c'est dans ces années-là, d'après moi. Oui, effectivement. Si ma mémoire est bonne. Mais c'est vrai que le jeu vidéo, quand même, il y en a, sur ordinateur, il y avait un certain marché. Moi, je m'en rappelle. Et 10 ans plus tard, en 1994, c'est à ce moment que l'entreprise a commencé à se concentrer uniquement sur les jeux vidéo et a changé son nom pour devenir GameStop. GameStop a été confronté à des défis financiers en raison de l'évolution des habitudes de consommation dans l'industrie du jeu vidéo avec un déclin des achats en magasins physiques et avec une montée des ventes en ligne comme on vous a parlé tout à l'heure. La concurrence avec des géants comme Amazon, Best Buy, Walmart, Target a aussi poussé GameStop à se démarquer en se concentrant sur les jeux vidéo d'occasion et en diversifiant ses offres avec des produits dérivés. Malgré le lancement d'un programme de commerce électronique en 2013, la baisse des ventes a conduit à la fermeture de plusieurs magasins en 2019 et à des changements fréquents de la direction. La pandémie, en 2020, a exacerbé les problèmes de GameStop, ce qui a entraîné la fermeture de nombreux magasins et a mis de la pression. En fait, il a eu de la pression des investisseurs activistes pour qu'il y ait un changement de cap. Donc, c'est un petit résumé, en fait, de l'histoire de GameStop. On revient à notre histoire. Au début de janvier 2021, les membres de Wall Street Bets discutent toujours activement de l'achat d'actions de GameStop dans le but de déclencher un short squeeze sur les hedge funds qui ont parié massivement sur le déclin de l'entreprise. Pour gérer leur investissement de manière indépendante, les nombreux utilisateurs de Wall Street Bets se tournent vers l'application Robinhood. Et ça, c'est un game changer. Hein? Ah oui, vraiment. Cette plateforme de trading sans commission est très prisée par les traders amateurs. Fondée en 2013, Robinhood a pour objectif de rendre le trading plus accessible et en éliminant en fait les frais de courtage et en proposant une interface utilisateur conviviale, un peu comme une application. Wall Street Bet et Robinhood ont un peu grandi ensemble, leur popularité augmentant pendant la pandémie avec des gens cherchant de nouveaux passe-temps. Parce que, en fait, quand on pense à acheter des actions, si je te dis, Seb, va donc m'acheter des actions de Microsoft, honnêtement, dans le monde réel, nous, on a vu ça dans les films. Hein, acheter des actions, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je parle à une banque d'investissement qui parle à un broker qui est sur le plancher avec un téléphone, puis ça crie, puis des papiers qui revolent partout. Puis là, ils doivent acheter des actions, mais moi, ça me prend un certificat aussi pour ces actions-là. Ouais, tout ça, donc c'est un process qui est quand même long. Mais Robinhood a amené cette simplification-là où acheter des actions, c'est aussi simple qu'acheter des bitcoins. En fait. Exactement. Tu peux faire une transaction comme sur Amazon. Sauf que le marché des actions, lui, n'a pas changé. C'est-à-dire que ça prend quand même une banque qui achète une action avec un certificat. Donc, c'est un peu, on va y arriver tranquillement, mais Robinhood, à quelque part, sa faille, c'est que sur le coup, quand tu achètes une action, tu n'achètes pas une vraie action sur le coup. Non. En fait, tu y empruntes de l'argent. En fait, tu lui donnes ton argent et lui, par la suite, va faire le broking d'une certaine façon. Donc, c'est important de garder cette subtilité-là en tête. Oui, exactement, parce que ça n'enlève pas tous les mécanismes réglementaires. Comme tu dis, là, ça prend au moins 1 ou 2 journées. Je pense que la vraie transaction se complète. Puis même dans le monde d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide à cause des systèmes informatiques qu'il y a une certaine époque, là, même dans les débuts. Là. L'engouement pour GameStop ne cesse de croître sur les réseaux sociaux et les médias en ligne, attirant de plus en plus d'investisseurs dans le mouvement et créant une dynamique autour de l'achat d'actions de GameStop. Le vendredi 8 janvier 2021, la semaine s'est terminée avec l'action clôturant à environ 17,69 $. Le 11 janvier 2021, GameStop annonce la nomination de 3 nouveaux directeurs à son conseil d'administration, Alan Atoll, Ryan Cohen, qu'on vous a parlé tout à l'heure, et Jim Grubb.
Cohen, qui est fondateur et ancien PDG de Chewy, est aussi un actionnaire majoritaire dans GameStop via sa société privée RC Venture. Il faut savoir que aussi Alan Atoll est un ancien directeur marketing de Chewy et Grubb, lui, est un ancien directeur financier de Chewy. Donc, beaucoup de gens de chez Chewy.com ont joint l'équipe de direction de GameStop. Là. Donc, on voit vraiment que cette expertise-là, ils ont confiance en l'expertise de ces gens-là qui ont amené quand même... c'est devenu un succès financier. Ben oui, ils vendent des croquettes de chiens puis ils vendent des jeux vidéo, c'est pareil. Non, mais la commercialisation, mais en même temps, je trouvais ça drôle que ce trio-là se retrouve là. Lui, dans un communiqué, Cohen exprime son enthousiasme à l'idée d'apporter une mentalité axée sur le client et une expérience en technologie pour transformer GameStop en une destination ultime pour les joueurs. Cette annonce a provoqué des discussions enflammées là, sur Wall Street Bet. Le lendemain, le 12 janvier, l'action de GameStop a ouvert à 19,95 $, mais elle bouge très peu au courant de la journée. Mais même à ça, tu sais, un bond de 2 $ comme ça, quand ton action est en bas de 20 $, c'est immense. Ben oui, donc, pour raison, ceux qui sont en train de shorter GameStop, c'est dramatique. Là. C'est vrai, tu as raison. Déjà là. Cependant, le 13 janvier 2021, donc quelques jours plus tard, l'action de GameStop connaît une augmentation spectaculaire de plus de 50% de son prix pour atteindre autour de 40 $ l'action. Donc, c'est immense. Quelques jours seulement après l'annonce de la nomination des nouveaux directeurs. Les membres de Wall Street Bets citent l'optimisme de Michael Burry comme justification de leur choix d'investissement. Michael Burry qui est le gars de Big Short. Burry et Cohen alimentent un groupe de plus en plus important qui pense que le marché sous-estime trop GameStop. Donc, puis même quand on écoute Deep Fucking Value, en fait, oui. Le YouTuber, lui, il croit vraiment là, à la montée de GameStop, oui, à sa ressurgence là, du déclin. Là. Les captures d'écran de comptes de courtage, là, comme celle justement publiée par Deep Fucking Value, Keith Gill, alimentent également la frénésie. En partageant leurs gains ou leurs pertes, les utilisateurs incitent d'autres personnes à rejoindre le mouvement, créant ainsi un effet de boule de neige. Parce qu'il faut le dire, sur Wall Street Bets, les utilisateurs n'ont pas peur de partager leurs pertes. Non, exact. Souvent, c'est même ces publications-là qui ont le plus de succès. Ouais, Donc, les gens vont se retrouver à la rue complètement. Ils vont poster un screenshot de leur truc d'état financier et les gens vont soit leur donner des conseils, soit se moquer d'eux. Mais cette forme d'un peu de sadomasochisme fait partie de la game. Là. C'est troublant un peu. Oui, vraiment. Ils appellent ça du porn lust ou porn lose. Oui, porn lust. Ou Lost Porn. Oui, Lost Porn, je pense que c'est ça, exact. Ou même, puis parallèlement à ça, il y a aussi, ils utilisent beaucoup l'expression YOLO, you live only once, mais pour dire que tu investis tous tes investissements dans une compagnie. Donc, tu prends un gros pari en faisant ça. Donc, tu vois un peu la mentalité. La mentalité, oui, c'est très gambler dans ce forum-là. La montée en flèche du prix de l'action de GameStop capte l'attention des médias financiers et des investisseurs institutionnels qui réalisent que quelque chose d'inhabituel se déroule sur le marché. Les membres du forum Wall Street Bets coordonnent leurs efforts pour acheter massivement des actions de GameStop et provoquer un short squeeze sur les fonds d'investissement ayant parié sur la chute de l'entreprise. Les médias financiers analysent de très près les discussions, cherchant à comprendre les motivations et les objectifs de ces investisseurs individuels. Cette attention médiatique accrue suscite un intérêt encore plus grand pour l'action, attirant de nouveaux investisseurs individuels et amplifiant l'effet du short squeeze sur les investisseurs à découvert. Le phénomène est rapidement devenu une histoire de David contre Goliath, où les petits investisseurs, unis sur une plateforme en ligne, défient les géants de Wall Street pour perturber le marché financier. Le 19 janvier 2021, Citron Research, qui est une société de recherche boursière dirigée par le célèbre short squeezer là, Andrew Left, publie un tweet incisif attaquant ceux qui achètent des actions de GameStop. Les actions ouvrent ce jour-là à 41,55 $. Donc, ça continue de monter. Dans le tweet, Citron Research annonce qu'elle organise un live stream le lendemain pour présenter 5 raisons pour lesquelles les acheteurs de GameStop à ces niveaux étaient des pigeons dans un jeu de poker, selon leur expression. Le tweet a également prédit que l'action reviendrait rapidement à 20 $. Mais je ne crois pas que c'est ce qui va arriver. Oh non!
Émile, le 21 janvier, Citron Research déclare sur Twitter encore une fois que son compte avait été piraté. Ouais, l'excuse du compte piraté. Hein? Mais maintient son opinion selon laquelle GameStop retomberait à 20 $ et que les acheteurs prennent de gros risques. La vidéo dans laquelle Citron a expliqué les raisons de la chute de GameStop a été supprimée par hasard de la page YouTube de la société. Finalement, Citron Research a abandonné la majorité de ses paris sur la baisse de l'action de GameStop et a subi une perte importante. À la fin de la journée du 21 janvier, l'action clôture à 43 et 3 sous. Le 22 janvier, l'action de GameStop connaît une hausse impressionnante lors de la séance de bourse, atteignant 65 $. C'est beaucoup, là, c'est 22 $ de plus que la veille. Alors que la lutte entre les investisseurs ordinaires et les hedge funds s'intensifie, cette hausse a été largement célébrée par les membres de Wall Street Bet, qui ont partagé leur enthousiasme et leur fierté avec cette ascension fulgurante. Les discussions sur Reddit sont devenues de plus en plus animées, encore une fois avec de plus en plus de memes, des histoires de gains personnels et des encouragements pour que d'autres investisseurs amateurs rejoignent le mouvement et achètent encore plus d'actions de GameStop. Cette mobilisation collective a non seulement renforcé la cohésion et la détermination des membres de Wall Street Bet, mais elle a également attiré l'attention d'un public encore plus large sur les réseaux sociaux et à travers les médias traditionnels. La popularité croissante de l'action et la médiatisation du mouvement ont conduit à une augmentation du nombre de participants, encore une fois amplifiant l'effet de short squeeze sur les fonds d'investissement, en contribuant à la poursuite de la hausse du cours de l'action. Au cours des heures après la clôture de la négociation, juste avant le week-end, GameStop a continué de grimper et le 25 janvier, elle a ouvert à 96,73 $. Wow. C'est quelques jours plus tard, c'est beaucoup, là. Ah oui, ça donne le vertige. Parce que là, en plus, dites-vous qu'il y en a qui ont investi dès le départ, lorsque l'action était à 13 $, je crois. Oui, à peu près, oui. Donc, ceux-là, déjà là, à 96, là, ils peuvent commencer à vendre. Là. Ben oui. Ou ils peuvent en racheter d'autres. Ils peuvent vendre et racheter. Oui, et faire des combinaisons comme ça. Mm-hmm. Mais vous allez voir, pour ceux qui vont acheter plus tard, ou même qui vont commencer à acheter maintenant, les conséquences ne seront pas les mêmes. Dans la journée, l'action connaît une ascension fulgurante, atteignant, écoutez ça, une valeur record de 159 $ à la clôture du marché. Cette montée en flèche suscite une véritable euphorie sur Wall Street Bets, où les membres partagent encore une fois en masse les captures d'écran en fait de leurs gains qui ont été réalisés grâce à l'investissement dans GameStop. L'histoire a pris une ampleur encore plus grande lorsque des célébrités et personnalités influentes ont encouragé la rébellion contre les fonds spéculatifs. Au cours des jours suivants, les choses vont entièrement basculer pour la communauté de Wall Street Bets. Le 26 janvier, imaginez-vous donc que Elon Musk lui-même va tweeter « Game Stunk » avec le lien vers Wall Street Bets pour indiquer non seulement son intérêt, mais aussi souligner la montée en flèche de l'action qui atteint ce jour-là une valeur de 147 $ US. Incroyable. Soit 192% de différence avec le taux normal de l'action en janvier. Donc, généralement, je crois qu'il y a une inside joke avec le mot « stunk » sur Wall Street Bets. Okay. Donc, lui,
en fait, je crois que les utilisateurs vont publier ça lorsque une action monte en flèche. Voilà. Donc, lui, il a fait un jeu de mots avec ça. Donc, ça montre que on ne sait pas si Elon Musk a investi. Non. Selon moi, sans doute que oui. Ouais. Mais Sûrement, on sait qu'il s'intéresse au truc, mais juste son tweet va faire exploser la chose. Entre-temps, Chamath Palihapitiya, qui est un entrepreneur et investisseur, a apporté son soutien également à la communauté de Wall Street Bets en achetant des options d'achat pour GameStop, déclarant que les actions de GameStop étaient la manifestation de la disruption de la base de marché. Ouais. Cet utilisateur-là a également exprimé son admiration pour l'ingéniosité des membres de la communauté et a encouragé les petits investisseurs à poursuivre leur lutte contre les fonds d'investissement à découvert. Le prix le plus élevé de l'action de GameStop en dollars canadiens a été atteint le 28 janvier 2021, date à laquelle elle a atteint un sommet historique de 483 dollars canadiens en fait. 347 US. Oui, américain, c'est fou. Donc, c'est vraiment élevé. C'était à 13 $ au début de l'épisode. Oui. Il convient de noter que le cours de l'action de GameStop a connu une volatilité extrême pendant cette période avec des fluctuations importantes en quelques heures et en quelques jours. Par conséquent, la valeur de l'action de GameStop a pu varier considérablement au fil du temps. À ce moment, la SEC américaine, en fait, qui est comme le groupe de sécurité financière, et même l'Autorité des marchés financiers du Québec, en fait, vont émettre un avertissement aux acheteurs en les sommant de rester prudents, car la volatilité du titre de GameStop est très importante et les risques de perte sont très élevés. Il faut aussi expliquer que GameStop n'est pas la seule entreprise visée par l'effort de groupe de Wall Street Bets. Il y en avait d'autres aussi. Oui, il y avait d'autres compagnies qui étaient impliquées dans la même tactique. Il y avait AMC, vous savez, qui possède une chaîne de télé, des cinémas. Autre chose, BlackBerry, la compagnie de télécommunications qu'on connaît bien, Nokia, il y avait Koss aussi qui font des écouteurs, des petits produits électroniques cheap, et aussi Bath & Beyond, et aussi des marques de vêtements comme Express et Naked, qui sont toutes des entreprises qui connaissent une certaine forme de déclin. Donc, ces entreprises-là, elles aussi sont ciblées d'assaut par les investisseurs de Wall Street Bets, même si c'est GameStop dont on parle le plus. Ces entreprises ont aussi fait l'objet de mises en garde de la part des autorités des marchés. Ceci dit, Wall Street Bets s'excite. Ce jour-là, leur page Reddit va dépasser les 73 millions de pages visionnées en 24 heures seulement. La folie est prise aussi sur Twitter et certains investisseurs qui ont acheté tôt vont commencer à vendre avec des gros profits. Certains vont d'ailleurs s'enrichir avec la hausse du prix de l'action. Plusieurs ont aussi acheté tardivement, en espérant que le prix continue de monter. Ceux-ci vont se croiser les doigts pour que l'action monte. Ceci dit, plus ça monte, plus le niveau de risque est élevé pour ces investisseurs tardifs. Nous vous avons expliqué plus tôt ce que sont les hedge funds et ce que les entreprises de courtage étaient en train de shorter GameStop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le prix de l'action monte, plus les investisseurs qui ont parié sur la chute de GameStop perdent de l'argent, ce qui rend la vie très difficile pour ces hedge funds. On va vous parler d'une de ces compagnies-là qui s'appelle Melvin Capital, qui joue un rôle majeur dans la saga GameStop. Melvin Capital a parié sur la chute de GameStop depuis un bon bout de temps. Puis elle, son déficit va se chiffrer à 7 milliards de dollars et risque la faillite car incapable de payer ses investisseurs si ça reste comme ça. Donc, l'effet domino qui s'enchaîne est très important car plusieurs investisseurs, petits et gros, vont vivre des situations complètement différentes en fonction du moment de leur investissement. L'événement le plus perturbateur de cette saga survient en ce fameux 28 janvier. Ce jour-là, les membres de Wall Street Bets se réveillent le matin pour surveiller le cours de l'action GameStop et remarquent quelque chose de très perturbant. Robinhood, l'application qu'ils utilisent pour faire leurs transactions, a interrompu les achats de GameStop, de AMC et de BlackBerry, mais aussi Nokia, et d'autres actions volatiles sur sa plateforme de négociation. Donc, les clients ne peuvent plus acheter d'actions, et même s'ils pouvaient encore les vendre. Donc, à ce matin-là, les gens capotent un peu parce que c'est genre, hey là, pourquoi le bouton achat est incliquable? Donc, on se pose des questions. D'autres sociétés de courtage ont rapidement suivi l'exemple. Cela fait en sorte que les plans d'investissement de plusieurs membres de Wall Street Bets sont contrecarrés par cette initiative, car si on ne peut plus acheter,
l'action cesse de fructifier. Ouais. Donc, même qu'elle peut descendre vraiment vite en valeur, là, parce que plus personne en achète, ça baisse en volume. Ce fut d'ailleurs le cas, car le lendemain et les jours qui suivent, l'action perd 80% de sa valeur, Seb, et redescend à 50 $. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Robinhood pour qu'il se bloque les achats? On va y revenir un peu plus tard, mais c'est cette initiative-là est au cœur de tout le mystère entourant cette saga-là. Pourquoi ce jour-là, c'était impossible d'acheter? Parce que c'est à cause de ça que tout va basculer, en fait. Mais quels sont les effets sur les petits investisseurs dans un cas comme ça? Bien, tout dépend du moment où ils ont effectué leurs achats. Ouais. Parce que les early adopters, qui ont eu du flair et qui ont senti la montée de l'action et qui ont investi tôt, ont pu avoir la chance de vendre avant le moment où Robinhood a bloqué les achats. Ouais. Ceux-ci ont potentiellement réalisé un gros profit. Ceci dit, pour les gens qui ont investi tardivement, par exemple, lorsque l'action était à 200 $, les conséquences financières peuvent être très graves, car au lendemain de la halte de Robinhood, l'action valait 50 $. Donc, plusieurs personnes qui ont investi toutes leurs économies pour profiter du momentum, ceux qui ont vu le tweet de Elon Musk, ceux qui ont vu le truc dans les médias traditionnels, ils ont investi tardivement, eux. Donc, c'est possible qu'eux aient tout perdu aussi. Donc, certains ont perdu leur économie, leur maison et leur REER. Ouais. Personne n'aurait pu s'attendre à une telle initiative de Robinhood et c'est ce qui frustre plusieurs personnes. Parce que vu que tu ne peux plus acheter, ben, l'action stagne cette journée-là. Donc, possiblement que cette journée-là, ceux qui shortaient ont eu une opportunité d'égaliser quelques trucs ou de vendre à la perte, mais au moins de se sortir de là. Ouais, exact. Ça fait en sorte que l'action n'a pas le choix de baisser, là. Donc, ils ont provoqué, intentionnellement ou pas, on va le savoir, on va en discuter tranquillement, mais ils ont provoqué l'arrêt décisif de cette bulle-là. Oui, exact. Eux qui en ont profité, là, parce que c'est via leur application qu'ils en ont profité certains. Il y a eu une masse d'achats d'actions. Là. Ah oui, ils n'ont jamais eu autant de visites sur leur application. Non, exact. Puis eux sont payés au volume. Là. Bref. De nombreux traders étaient furieux et ont appelé à des actions collectives en justice dans de nombreux messages publiés sur Reddit. Après la fermeture des marchés, Robinhood a annoncé qu'elle commencerait à autoriser des achats limités des titres concernés à partir du lendemain, bien que la signification de ces achats limités ne soit pas claire. Mais il est trop tard de toute façon, car au lendemain de ce 28 janvier, il n'y a plus vraiment d'intérêt à investir. Des plateformes de trading telles que Trading 212, basées au Royaume-Uni, et eToro, qui est basé en Israël, eux aussi ont bloqué les achats de GameStop et d'autres actions tout en continuant d'autoriser les ventes eux aussi. Webull a interrompu les ordres d'achat pour les actions touchées par le squeeze, mais a ensuite autorisé la poursuite des achats. Anthony Denier, le PDG de Webull, a déclaré que les exigences accrues en matière de garantie pour leur chambre de compensation signifiaient que Webull elle-même ne pouvait pas ouvrir de nouvelles positions là, pour acheter. Webull aussi est une application d'achat d'actions. Oui, exact. Certains utilisateurs ont allégué que Robinhood vendait des actions sans consentement, chose que Robinhood a niée. Plusieurs sociétés de courtage, dont Robinhood, ont déclaré le 29 janvier que les restrictions étaient dues au fait que les chambres de compensation avaient augmenté les garanties requises pour l'exécution des transactions. Étant donné qu'il existe un décalage de 2 jours entre le moment où les investisseurs achètent un titre et le moment où les espèces et les titres sont effectivement échangés, comme on vous parlait plus tôt, les sociétés de courtage doivent déposer des garanties auprès des chambres de compensation pour garantir le règlement correct des ordres de leurs clients. Dans le fond, il faut juste qu'ils s'assurent de pouvoir le couvrir financièrement. Ils ne peuvent pas acheter. Dans le cas de Robinhood, la rumeur dit que s'ils avaient continué les achats ce 28 janvier, ils auraient dû déposer 3 milliards en garantie auprès de leur institution financière, montant qu'ils n'avaient absolument pas. Mais il y aura une enquête là-dessus. Oui, c'est exactement ce que t'expliques, Seb. En fait, c'est ça, c'est qu'étant donné qu'il y a un décalage, comme on vous disait tout à l'heure, que Robinhood n'achète pas l'action directement, et ils ont besoin de se faire fronter de l'argent. Exact. Donc, ils doivent avoir une certaine forme d'assurance pour ça.
Puis, cette assurance-là, il faut que ce soit un dépôt auprès d'une banque d'investissement pour s'assurer que si les gens retirent leurs actions, qu'ils aient les montants pour les payer et ainsi fournir une forme d'assurance envers leurs créanciers. Parce que Robinhood aussi se font prêter de l'argent exact, dans tout ça. Fait que là, c'était rendu tellement haut, le volume, en fait, des actions que Robinhood transigeait autour de GameStop était rendu tellement haut qu'il n'y avait plus les moyens, en fait, de mettre le dépôt de 3 milliards en garantie. Donc, ça expliquerait un peu la raison de la halte. Mais encore, c'est pas clair. Là. Non, exactement. Oui, il ne pouvait plus le fronter, comme on dit. Là. À la fin du mois de février, le prix était retombé à environ 40 $. Un prix assez dramatique pour ceux qui ont investi tard, mais ceux qui ont investi très tôt peuvent toujours encaisser un petit profit. Là. Si vous l'avez acheté à 20 $, vous avez quand même doublé votre mise. Cependant, les événements ont eu des répercussions durables sur les marchés financiers et ont suscité des débats sur l'impact de l'investissement de détail et de la spéculation sur les marchés, ainsi que sur les pratiques de trading et les réglementations entourant tout ça. Les régulateurs et les décideurs politiques ont examiné les événements et envisagé des mesures pour renforcer la transparence et la réglementation de ces marchés financiers. Les membres de la communauté Wall Street Bet ont continué à chercher des moyens de s'engager dans des activités d'investissement et de trading qui correspondent à leurs valeurs et à leurs convictions. Mais Émile, qu'arrive-t-il avec Keith Gill, l'influenceur qui a lancé la vague en quelque sorte? Ouais. Évidemment, la notoriété de Gill sur Wall Street Bet a contribué à renforcer la conviction de nombreux autres investisseurs individuels dans GameStop et a contribué à la frénésie d'achat qui a fait monter le prix de l'action en flèche. En fin de compte, la position de Gill sur GameStop s'est avérée très rentable car il a réalisé des gains importants grâce à l'augmentation du prix de l'action. Exact. Lui, Gill, il postait des vidéos presque à tous les jours. Oui, c'était très actif. C'était le porte-parole de ça. Il y en a même à un certain point qui se sont demandé est-ce qu'il y avait collusion entre Keith Gill et, je ne sais pas moi, d'autres banques ou Robinhood ou... même les dirigeants de GameStop. Oui, exact. Moi aussi, je me suis posé cette question-là. Selon les informations disponibles au public, Keith Gill a acheté des options d'achat sur des actions de GameStop, ce qui lui a donné le droit d'acheter des actions à un certain prix à une date ultérieure. Il a réussi à geler un prix pendant un certain temps, là, quand c'était très bas. À mesure que les prix de l'action de GameStop augmentaient, les options de Gill ont augmenté de valeur, lui permettant de les vendre avec profit. On rapporte que l'investissement initial de Keith Gill dans les options de GameStop valait environ 53 000 $ au départ. Cependant, à mesure que le prix des actions a explosé, son investissement a augmenté, atteignant un pic de plus de 48 millions de dollars. Imaginez, vous mettez 53 000, puis vous retournez quelques semaines, mois plus tard, vous avez 48 millions. Oui. On s'entend-tu que le système capitaliste est brisé? Là? Non, mais imagine, mais il y avait des couilles, lui, là. Ah, ben oui. Il était le seul, en fait. Raison, toutes les banques disaient le contraire de lui. C'est vrai. Puis lui, c'est quand même un jeune, hein, Keith Gill. Il est pas vieux, une trentaine. Oui, il doit être dans la trentaine. C'est pas un vieux monsieur, un vétéran de Wall Street. Là. C'est un jeune qui a vu ça. Tout le monde lui donnait de la marde au début. Tout le monde lui disait que c'est complètement irréaliste, ces affaires. Mais il a continué quand même. Oui, puis, il a eu raison. Il a empoché, mais il était tout seul au début. Oui, t'as raison. Les gens le traitaient de tous les noms. Là. Oui, exact. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose de quand même étrange dans toute sa participation. Là. Puis c'est tellement d'argent qu'il a fait. C'est fou, là. T'es assuré. T'es plus obligé de travailler du restant de tes jours. Là, si tu le désires, mais il va avoir des conséquences, Keith Gill. On y arrive. Il est important de noter que Keith Gill n'a pas divulgué, lui, publiquement ses profits totaux de la saga GameStop. Et le montant exact qu'il a gagné n'est pas connu non plus du public. Néanmoins, il est largement admis qu'il a réalisé un profit substantiel grâce à son investissement. Il avait tout à gagner à ce que les gens embarquent dans le wagon. Cependant, Gill et d'autres investisseurs individuels ont été critiqués pour leur participation à la frénésie, car certains ont affirmé que cela avait des conséquences négatives pour le marché boursier dans son ensemble. De plus, Gill a été accusé de manipulation de marché par certains observateurs qui ont suggéré que ses messages sur Wall Street Bets avaient encouragé d'autres investisseurs à acheter des actions de GameStop, créant ainsi une bulle spéculative.
En fin de compte, l'implication de Roaring Kitty, qui est l'autre nom de Gill, dans la saga GameStop, a mis en évidence les risques et les opportunités des investissements en ligne, ainsi que les questions de réglementation et de responsabilité qui entourent l'investissement individuel. Moi, je trouve ça un peu injuste à quelque part là, qu'on accuse Gill comme ça là, d'avoir monté une bulle spéculative. T'sais, alors qu'il y a des gens comme Elon Musk qui ont aussi contribué puis qui ont des audiences beaucoup plus nombreuses que Gill d'une certaine façon. Vous allez me dire, Elon Musk n'a pas streamé à tous les jours là-dessus. Il a fait un tweet ou deux, mais quand même, il y a beaucoup plus d'influence que ce YouTuber-là que pas grand monde connaît, à part les gens de Wall Street Bets. En plus, selon moi, Robinhood ont beaucoup plus à se reprocher que les gens de Wall Street Bets. Parce que Gill, en fait, il n'a pas fait concrètement perdre d'argent aux investisseurs. Il les a dirigés vers une opportunité ou une brèche. Mais bon, je ne suis pas surpris que les banques et les autres institutions plus sérieuses lui jettent le blâme, quelque part. Là. Mais une question demeure, c'est justement, est-ce qu'il y a eu une manipulation? Est-ce que ça, c'est une arnaque bien planifiée? Donc, il va falloir une enquête là, qui va arriver, évidemment. Donc, plusieurs institutions ont réalisé des enquêtes au sujet de cette saga et certaines enquêtes sont encore en cours au moment où on enregistre cet épisode. Donc, on avait parlé de la SEC tantôt, là, qui est la Securities and Exchange Commission, va prendre les devants pour éclaircir ce qui s'est vraiment déroulé. L'enquête a suscité un débat sur la réglementation du marché boursier et a mis en évidence les nouveaux défis posés par l'augmentation de la participation des investisseurs individuels dans le marché. Notamment sur le fait que maintenant, les petits investisseurs peuvent s'organiser au moyen de plateformes en ligne comme Reddit et ainsi avoir un effet de groupe qui provoque des réelles conséquences. Et t'ajoutes une plateforme comme Robinhood qui enlève beaucoup d'intermédiaires, puis ça fait un genre de perfect storm. Exact. En juillet 2021, la SEC, l'organisme américain de réglementation des marchés, a annoncé avoir poursuivi 5 individus en lien avec l'affaire. Les accusations portées comprenaient notamment la manipulation de marché et de fraude et visaient des personnes ayant participé à l'achat massif d'actions de GameStop dans le but de faire monter le prix. En novembre 2021, quelques mois plus tard, un ancien courtier de la société Robinhood qui avait restreint les achats de GameStop et d'autres actions populaires pendant le pic de la flambée des prix a été inculpé de fraude électronique et de conspiration en vue de commettre une fraude électronique. Et si vous vous demandez, oui, il y a eu des condamnations en lien avec l'affaire, bien que toutes les enquêtes et les poursuites ne soient pas encore terminées. À ce stade, seuls quelques individus ont été poursuivis et condamnés dans le cadre de l'enquête sur GameStop et il est important de noter que toutes les enquêtes ne sont pas encore terminées. Et là, je vais vous parler un peu de ceux qui ont été poursuivis et condamnés jusqu'à présent. Keith Gill, justement, il a été condamné, lui, Seb, dans cette histoire-là. Puis c'est quand même pas drôle. En fait, lui a été poursuivi en juin 2021 par la SEC pour manipulation des marchés en relation avec son rôle de leader sur Reddit. Puis en septembre 2021, il a accepté de payer une amende de 4 millions de dollars pour régler l'affaire. Mais imagine, une chance qu'il a gagné son 43 millions. Ou 48, je pense. 48. Parce qu'imagine, il aurait pu faire 0 $ et être accusé quand même. Oui, exact. Puis d'avoir des frais de 4 millions à payer. Imaginez-vous le non-sens de tout ça. Là, il reste un petit 44 millions. C'est ça. En bout de ligne, il est profitable, mais une chance. C'est vrai, t'as raison. Une chance qu'ils ont encaissé. Mais c'est fou. Hein, j'aurais pas pensé que... Tu sais, je veux dire, s'ils l'ont condamné, c'est qu'il y avait assez... Comment dire? Pas qu'il y avait assez de preuves, on les avait, les preuves, mais... Ça veut dire que ce genre d'influence-là est condamnable. On dirait que j'ai de la misère à saisir comment ils ont balisé un peu sa condamnation. Oui, moi aussi, j'ai de la misère à saisir sa faute exactement. À quel moment il a posé une faute? Oui, parce que... Il n'a pas menti. Non, exact. Puis je sais qu'au Canada, du moins au Québec, par exemple, les chroniqueurs et tout ça, ils n'ont pas le droit de donner de réels conseils financiers à la radio, des choses comme ça. Tu sais, je sais pas si c'est une forme de balise comme ça, mais bref, tout ça pour dire que ça a dû calmer les ardeurs de certains autres influenceurs qui ont peut-être voulu répéter cette histoire-là. Oui, comment dire, ça nous encourage pas à vouloir se créer une chaîne YouTube où on jase de finances. Oui, exact. Refaire un peu le même truc. Exact. Il y a eu d'autres accusés, Seb.
Andrew Left, un investisseur institutionnel qui avait pris une position à découvert sur les actions de GameStop. Lui avait tenté de shorter GameStop. Lui avait été la cible, en fait, de critiques de la part des traders sur Reddit. Il a également été poursuivi par la SEC en juin 2021 pour avoir délibérément trompé les investisseurs en publiant des informations fausses ou trompeuses. Il a accepté de régler l'affaire en payant une amende de 2,4 millions de dollars. Quand même. Ouais. Donc, lui a menti. Mais malgré ça, son amende est la moitié de Keith Gill. Ben oui. Ben, c'est le gars de Citron, là, juste pour vous replacer. Là. Dans le fond, ça doit être un peu en lien quand il est sorti sur Twitter puis qu'il disait que l'action, je ne sais pas si c'est en qui ont lien. publié leur vidéo et qui l'ont enlevé après. Ah, exact. Ça doit être en lien avec ça. Il y a un certain Gil Silberman, qui est un avocat travaillant pour une entreprise de conseil en investissement. Lui a été poursuivi par la SEC en septembre 2021 pour son rôle dans la coordination des achats massifs sur Reddit. Il a accepté de régler l'affaire lui aussi en payant une amende de 10 000 $, donc beaucoup moins onéreuse que les autres. Il est important de noter que d'autres individus aussi ont été inculpés et poursuivis dans le cadre de l'enquête, mais que leur procès ou leur condamnation n'ont pas encore eu lieu. Et là, il y a encore d'autres enquêtes en cours. Il y en a qui sont nommées par le Department of Justice, évidemment. Peut-être qu'il va y avoir des condamnations civiles ou criminelles autour de ça, on ne le sait pas encore. Et aussi la Financial Industry Regulatory Authority, donc ça c'est la FINRA, qui pourrait potentiellement aussi mener à d'autres inculpations et condamnations dans cette histoire-là. Donc c'est tout de même à suivre. Oui, ben je suis quand même content que la justice a quand même enquêté, n'a pas laissé aller tout ça, là, parce qu'on le sait que, comment dire, des fois j'ai l'impression que le fonctionnement du marché financier comme il est profite aussi à beaucoup de gens de la haute américaine, puis aurait pu, fermer les yeux. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Et dis-nous donc, Seb, qu'est-ce qui est arrivé avec toutes les institutions, les compagnies, les banques liées à cette histoire-là? Ben justement, Émile, éventuellement, toutes les sociétés qui ont été impliquées dans cette histoire vont devoir répondre à plusieurs questions venant de différentes institutions gouvernementales, principalement Robinhood, Citadel, Melvin, qui sont les hedge funds, car il y a une immense apparence de conflit d'intérêts et d'ingérence dans ce dossier. Citadel, qui est le plus gros bailleur de fonds dans cette histoire, sera appelé à témoigner devant le Congrès américain. Oui, parce que Citadel, on n'en a pas parlé beaucoup dans l'épisode aujourd'hui, mais ils ont un rôle crucial. Citadel Investment, c'est une banque qui finance aussi des entreprises, une grosse banque. Puis c'est eux, en fait, il y a un peu un triangle amoureux entre Robinhood, Citadel et Melvin Capitals qui tentent de shorter GameStop. Ouais. Et là, c'est là que ça devient conflictuel, puis qu'on se demande où il y a apparence de conflit d'intérêt, parce que Robinhood, eux, ils empruntent leur cash, ils se font fronter leur cash par Citadel. Ouais, mais Citadel supporte aussi Melvin, qui tente de shorter GameStop. Ouais. Donc, en fait, c'est fucked up, parce que Citadel prête l'argent à Robinhood, qui leur en fait perdre via Melvin. Exactement. Et c'est là que ça ne pouvait plus marcher, cette espèce de triangle amoureux-là. Là. Il y a eu une immense pression. Là. Donc, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Bon, la polygamie, c'est mal. Non, plus sérieusement. Le 18 février 2021, des représentants de Citadel, qui est la société de gestion qu'on vient de vous parler, ont témoigné devant la Cour du Congrès américain dans le cadre de l'enquête sur les événements liés à GameStop. Ils ont nié toute implication dans les décisions de Robinhood de limiter les transactions sur GameStop là, quand ils ont désactivé le bouton ou de d'autres actions populaires, affirmant que la société de gestion d'actifs a joué aucun rôle dans la décision de trading de Robinhood. Donc, c'est ça. Les représentants de Citadel ont également affirmé que la société n'avait pas manipulé le marché de quelque manière que ce soit et qu'elle avait agi dans l'intérêt de ses clients en effectuant des transactions pour protéger ses positions lors de la volatilité accrue du marché. Cependant, certains membres du Congrès ont exprimé leur préoccupation quant au lien entre Citadel et Robinhood, ainsi que sur la transparence du marché boursier dans son ensemble. Les internautes, eux, n'ont pas été convaincus du tout du témoignage des gens de Citadel. Non, je me rappelle des images, c'est pas très convaincant. Non, moi aussi, il parle un peu dans le vide, puis... il regarde un peu... Il a l'air d'un petit garçon devant le professeur. Oui, exactement.
Ils ont d'ailleurs clairement menti alors qu'ils ont dit ne jamais avoir parlé à la direction de Robinhood dans la foulée des arrêts des achats, alors que des échanges textos entre le PDG de Robinhood et un des associés ont fuité et font état d'un meeting qui a eu lieu juste avant. Il a décrit ce meeting comme étant un « total mess », donc un foutoir. Donc, bien qu'un témoignage devant le Congrès soit très officiel et protocolaire, il est fort probable qu'il ait menti. Et ce ne serait pas la première fois que des gens mentent devant le Congrès américain. Bien sûr. Melvin Capital, eux qui a tenté de shorter GameStop, n'a pas eu de conséquences légales directes dans l'affaire. Bien que la société ait été critiquée pour ses positions à découvert sur GameStop, ses pratiques de trading et ses liens avec d'autres entreprises de Wall Street, ces critiques n'ont pas conduit à des accusations criminelles ou civiles contre la société. Cependant, la SEC, l'autorité qu'on vous parlait de réglementation des marchés, a ouvert une enquête sur certaines pratiques liées à l'affaire GameStop. Cette enquête est en cours et il n'est pas clair que si elle entraînera des accusations contre Melvin Capital ou d'autres entreprises qui sont impliquées dans l'affaire. Ceci dit, la société a subi des conséquences importantes. Selon des rapports de presse, Melvin Capital aurait perdu environ 4,5 milliards de dollars en janvier 2021 en raison de sa position à découvert sur GameStop. Après avoir subi des pertes importantes, Melvin Capital a reçu un renflouement de 2,75 milliards de la part de plusieurs investisseurs. Dont qui? Dont Citadel et Point72, donc Point72 Asset Management. Cette injection de fonds a permis à Melvin Capital de couvrir certaines de ses positions à découvert sur GameStop et de continuer à fonctionner, donc de ne pas faire faillite. Malgré ça, la réputation de Melvin Capital a été sérieusement entachée par l'affaire GameStop, avec des critiques de certaines de ses pratiques de trading à découvert et de son rôle dans la volatilité du marché. Il est également important de noter que les événements qui sont liés à cette histoire ont suscité un examen plus large de l'industrie de la finance et de la réglementation du marché boursier, ce qui pourrait entraîner des changements à long terme positifs, selon moi, pour les entreprises et les investisseurs. Donc, c'est quand même drôle. Tu sais, t'as des gens de Wall Street Bets, les gens de Reddit qui ont eu des frais de 4 millions, de 2,5 millions, tout ça. Robinhood, qui ont eu des membres de Robinhood ont été accusés aussi de manipulation de données et tout ça. Mais Melvin Capital, qui tentait de shorter GameStop tout bonnement, eux ont été sauvés par Citadel. Et je veux dire, oui, ils ont perdu une réputation et tout ça, mais ils ont toujours des clients et sont toujours opérationnels. Donc, c'est drôle un peu. Là, le marché financier s'est sauvé lui-même. Puis, le reste du peuple, de la plèbe, too bad. Oui, puis tu as raison. Puis je permets de faire un bond sur le nom de l'application Robinhood. On n'en a pas parlé, mais Robinhood, c'est Robin des Bois. Puis, disons, le mantra ou la mission d'entreprise, c'est un peu de prendre l'argent des riches puis la redonner au peuple, un peu comme la mission de Robin Hood. C'était un peu ça aussi, la supposée mission de l'entreprise. Je referme cette parenthèse. Il y a plusieurs autres gros noms de gros investisseurs qui ont subi aussi des pertes considérables dans l'affaire de GameStop. Citron Research, selon les déclarations publiques, ils ont subi une perte de 100% sur sa position à découvert sur GameStop. Il y a Maple Lane Capital. Eux, selon les rapports de presse, ils auraient subi des pertes aussi importantes, mais le montant n'a pas été divulgué. Puis il y a Point72 Asset Management qu'on a parlé tout à l'heure. Eux, ils ont perdu environ 750 millions de dollars en janvier 2021. C'est beaucoup de sous, là, quand même, cet argent-là. Puis il est à noter que d'autres investisseurs ont également subi des pertes importantes lors de cette histoire. Tout ça, Seb, ça a entraîné quand même des changements de réglementation et de vision des marchés boursiers. S'il y a des morales à retenir de tout ça, là. Il y a eu des débats sur la réglementation du trading et des marchés financiers à l'ère numérique suite à cette saga-là. Les événements de janvier 2021 ont mis en évidence les limites et les défis de la réglementation du trading dans un contexte où les investisseurs de détail peuvent rapidement et facilement coordonner des achats groupés d'actions. Donc ça, les gens ne s'attendaient pas à ça.
Donc, les régulateurs ont examiné les événements de GameStop et ont envisagé des mesures pour renforcer la transparence et la réglementation des marchés financiers. Voici quelques exemples de changements envisagés ou déjà mis en place. D'abord, des exigences de transparence accrues. Donc, les régulateurs envisagent de renforcer les exigences de transparence pour les investisseurs institutionnels et les investisseurs de détail en obligeant les investisseurs à divulguer leurs positions et leurs stratégies de trading. Donc, que ce soit du shorting ou dans un but de croissance, maintenant, on ne peut plus cacher notre position, apparemment. Il y a aussi des limites aux transactions de détail qui ont été imposées. Certains régulateurs ont envisagé de limiter les transactions pour éviter les achats groupés massifs, là, pour qu'il y ait moins de création d'une bulle spéculative avec des achats groupés. Ça, je ne pense pas que ça a été mis en place, mais c'est en discussion actuellement. Ça pourrait avoir quand même des grosses conséquences. Oui, quand même. Il y a des règles de trading qui sont plus strictes. Donc, les régulateurs ont examiné la possibilité d'imposer des règles pour éviter les manipulations de marché et les comportements à risque excessifs là, comme ça. Là. Donc, c'est peut-être possible qu'on en voie d'autres dans le futur, des moments où on ne peut plus acheter d'une certaine action. Là. Donc, c'est à surveiller. Et évidemment, une surveillance accrue des médias sociaux. Donc, en fait, afin de détecter des signes de manipulation ou des signes d'activité de trading suspectes. Donc, nul besoin de vous dire que Wall Street Bets est très sous le radar maintenant. Sur le radar, pardon. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le sous-Reddit aussi. Là. Il y a beaucoup moins de traction maintenant, je dirais, sur cette page-là. Et moi, je soupçonne qu'il y en a d'autres qui se sont sans doute organisés sur Telegram ou ailleurs, sur d'autres applications pour tenter d'être en dehors de la vision des régulateurs. Oui, exact, pour pas que personne surveille des mouvements de masse. Exact. Mais moi, la question en cette fin d'épisode, Seb, qui me vient à l'esprit, parce que l'air de rien, on n'a presque pas parlé de l'éléphant dans la pièce, en fait. Qu'est-ce qui est arrivé à GameStop? Oui, exact. C'est les principaux intéressés. On parle d'eux autres sans parler d'eux. En fait, ils ont été un peu la courroie de transmission de tout ça. Il y a des gens qui se sont enrichis sur leur dos. D'autres qui ont tout perdu à cause d'eux. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec eux, en fait? Bonne question, Émile. Bien, après la saga, l'action de la société a connu des fluctuations importantes, mais elle a finalement retrouvé des niveaux plus proches là, de sa valeur fondamentale. La hausse rapide du cours de l'action a finalement été suivie d'une chute importante, mais l'action reste néanmoins plus élevée que son prix avant la vague d'achat impulsée là, par les traders amateurs de Reddit. Il y a eu aussi des changements significatifs au sein de l'organisation de GameStop en réponse à l'affaire. Tout d'abord, elle a nommé un nouveau PDG, Matt Furlong, qui a remplacé George Sherman en juin 2021. Furlong a apporté une nouvelle vision à la société et a indiqué qu'il cherchait à se concentrer davantage sur les ventes en ligne et les produits numériques. En outre, GameStop a annoncé la création d'un comité consultatif pour aider à guider sa transformation numérique et son orientation stratégique. Le comité est composé d'experts de l'industrie de la technologie, dont Ryan Cohen, qui est le fondateur de Chewy et actionnaire qu'on vous a parlé tout à l'heure. La société a également annoncé des plans pour fermer encore des magasins, réduire les coûts et renforcer sa position financière grâce à des émissions d'actions. GameStop cherche également à se diversifier en dehors de la vente de jeux vidéo et a annoncé des plans pour se lancer dans la vente de produits non liés aux jeux vidéo. En fin de compte, l'affaire GameStop a conduit à une réflexion approfondie sur son orientation stratégique et a stimulé des changements importants au sein de l'entreprise pour faire face aux défis de l'ère numérique et pour renforcer sa position financière. Donc, parce que moi, j'y vais chez EB Games encore. J'ai même une carte cadeau. Souvent, quand j'ai des vieux jeux physiques à vendre, j'en ai de moins en moins. Là, je les achète quasiment toutes. Puis j'ai remarqué justement maintenant, ils vendent beaucoup les Funko Pop. Ils vendent beaucoup de jeux de société. Oui, ils se sont diversifiés. Ils ont beaucoup d'items collector aussi. Oui, exact. Puis ça a l'air de bien marcher. À chaque fois que j'y vais, c'est plein. La boutique, les boutiques sont toujours pleines. Quand j'y vais à Montréal ou même je suis allé à Ottawa, puis la boutique était pleine. Là. Donc, j'ai l'impression que quand même, en fermant les magasins peut-être moins rentables puis en se recentrant comme ça, je vois quand même une forme de réussite, même à long terme, en se diversifiant comme ça. Mais ça reste que j'ai l'impression qu'ils ne pourront jamais vivre l'époque de quand ils ont été fondés, là, du moins ou dans les débuts des années 2000, où
la vente de jeux physiques était beaucoup plus présente. Oui, carrément. Puis moi, ce qui m'a surpris dans tout ça aussi, c'est qu'on a parlé de Michael Burry, hein, le personnage, le Shorter. Lui, c'est quand même un génie du monde financier. Il ne faut pas le nier. Oui. Moi, j'avais appris qu'il avait écrit 5 lettres aux dirigeants de GameStop pendant toute cette saga-là, à partir de 2019. Mais connaissant Michael Burry, il y a un petit côté, je ne sais pas si c'est un petit côté autiste ou Asperger, là, mais tu sais, les cues sociaux ne sont pas toujours... c'est pas le plus diplomate dans ces trucs. Parce que lui, il écrivait carrément au PDG de GameStop en lui disant de démissionner, qu'il fallait qu'il démissionne, qu'il fallait qu'il vire son CA, fallait qu'il rapatrie des actions, qu'il rachète des actions. Donc, c'est possible que les gens de GameStop l'ont tout simplement pas écouté pendant tout ce temps-là, en fait. Mais lui, il leur donnait des indications vraiment claires. Il a vu venir, lui, cette bulle spéculative-là pendant des années. Mais ça, j'ai appris ça par la suite et j'étais très surpris de voir que, justement, la compagnie avait eu beaucoup d'avertissements de la part de Michael Burry. Me semble, suite à ce qui est arrivé en 2008, j'aurais tendance à l'écouter. Là. Oui, effectivement. Et puis, on sait-tu si lui a vendu des parts ou s'est enrichi ou je ne sais pas s'il a joué avec les actions qu'il avait déjà dans l'entreprise? Ben, on le sait pas. C'est sûr que Michael Burry, c'est quelqu'un qui est généralement bien intentionné, c'est-à-dire que généralement, il veut éviter que le marché crache, il veut éviter que les choses crachent, mais c'est quelqu'un qui aime bien profiter des profiteurs aussi. Donc lui, il a peut-être pris une position, il a peut-être tenté de shorter les shorters ou quelque chose comme ça, parce que dans des hedge funds, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux parier sur un shorting avec un pourcentage. Tu peux parier sur la chute des gens qui parient que tu chutes. Tu sais, ça n'a plus de limite. Fait que, d'après moi, c'est sûr qu'il a dû faire de l'argent avec ça. Il s'en est pas vanté. Je pense pas qu'il en a parlé. Personne ne le sait actuellement. Mais à sa défense, il a tenté tout ce qu'il pouvait pour éviter que ça arrive. Oui, effectivement. Donc, c'est une drôle de position. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ça, Seb, en fait, se plonger dans cette histoire-là? Ça a été quand même un gros dossier pour nous là, de tenter d'apprendre tout ce jargon-là puis de vous le synthétiser. Mais comment tu as trouvé ça? C'est un peu différent d'un true crime habituel. Oui. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je pense que justement, un peu comme tu dis, c'est le truc que quand j'écoutais un docu ou quelque chose là-dessus, j'allais tout le temps rechercher parce qu'il y a tellement justement de termes financiers que j'étais moins familier. Ça a demandé, ça m'a ouvert un autre écosystème. On dirait que, oui, j'ai des placements, mais c'est pas moi qui les gère. Ça fait plusieurs années que je veux jouer à la bourse, mais on dirait que après avoir couvert on dirait que j'ai moins envie de jouer à la bourse parce que c'est un monde qui on dirait avec tout ce que j'ai lu qui devient difficile à faire confiance. Parce que là, on ne vous a pas tout parlé de toutes sortes de mécanismes financiers, là, mais de vendre des actions fantômes. Puis ça aussi, puis même par jour, ça a l'air qu'il y aurait 3 milliards d'actions qui sont vendues, mais sans que le propriétaire touche d'argent. À chaque jour à la bourse. On dirait que tout ça, moi, ça me... Ben même dans le dossier de GameStop, il y a eu plusieurs fausses actions. Hein. Il y a eu plein, on n'en a pas parlé non plus, là, mais à un certain moment donné, un très haut pourcentage des actions émises n'était pas existante. Oui, c'était juste du vent, c'était juste du... c'était juste du temporaire, en fait. Là. Exact. Ben, à cause des délais, c'est ça, entre l'achat et tout ça. Mais ça a l'air qu'il y en a chaque jour. C'est 3 milliards d'actions par jour qui est comme un peu volé aux gens. Aux gens, ça m'a fait mal. Mais ce genre de mécanisme-là est interdit au Canada. C'est juste aux États-Unis. Puis c'est interdit en Europe et tout ça. Là, le genre tu peux pas... je pense que c'est des ghosts, quelque chose comme tu parles. Là. Ouais. Mais ça, c'est juste aux États-Unis. Puis d'après moi, ça a dû être un peu resserré. Mais c'est pas clair. Mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, je veux continuer à investir en bourse. Puis je veux le faire par moi-même, mais j'ai perdu un brin de confiance. C'est pas que la bourse, c'est toute de la fraude, mais par en arrière, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent sur quelque chose que tu connais pas trop, hein, un peu à la Bernard Madoff. Là, tu reçois tes rapports à chaque mois, chaque année, puis tu regardes tes chiffres, tu fais confiance, mais tu le sais pas au final si l'argent était bien traité ou quoi que ce soit. Là, ça reste des chiffres sur un papier, souvent. Là, donc, on dirait que ça m'a un peu fait perdre foi
envers le marché financier. Puis toi, comment ça t'a impacté? Moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir la mobilisation des internautes au début. Vrai, ça, j'ai trouvé ça vraiment beau à voir d'une certaine façon. Puis de voir qu'il y avait une volonté de un peu brasser le marché financier parce qu'on a l'impression que c'est pas pour nous. On a l'impression que c'est pour des initiés, pour des gens de Wall Street, pour des financiers. À chaque fois que j'ai envie, moi j'en ai des actions, puis j'ai percé ce mur-là il y a un certain temps, là, mais j'ai longtemps eu l'impression que c'est pas pour nous, c'est pas pour les petits investisseurs, c'est juste pour les grandes banques d'investissement. De toute façon, il y a des gens qui veulent s'enrichir. Donc, le début de l'histoire de GameStop m'a donné espoir, mais la fin m'a donné le contraire, parce que là, on se rend compte que, même quand les petits investisseurs tentent de faire des initiatives, ça se peut que ça bloque à quelque part. Mais moi, j'ai l'impression que peut-être que cette histoire-là aurait connu une issue différente si le partenaire de Robinhood n'était pas Citadel. Parce que, en fait, Citadel était dans une position extrêmement délicate parce qu'elle soutenait Melvin Capital qui était en train de tomber, puis frontait l'argent de Robinhood. Donc, Citadel payait pour s'endetter. Oui, exact. Oui, c'est ça. Parce que vu qu'ils soutenaient Melvin, puis au final, ils ont essuyé une grande partie de la perte de Melvin, quelques milliards quand même, qui lui ont donné, qui ont racheté les actions de Melvin. Donc, j'ai l'impression que si Robinhood avait eu un autre partenaire qui ne soit pas en conflit avec des compagnies qui essaient de shorter GameStop, je pense qu'il n'aurait pas bloqué les arrêts d'achat et que ça aurait pu fonctionner. Parce que sans doute que s'il devait déposer le 3 milliards dans le compte en guise de garantie, s'il y avait eu une autre banque qui n'était pas en train de crouler avec Melvin, possiblement qu'il y aurait pu leur fronter le 3 milliards. C'est vrai. Mais après, ça se serait arrêté où tout ça? Oui, exact. L'action de GameStop serait-elle montée à 1000 $? À un moment donné. Il y a une rationalité à quelque part. Il faut que le marché se stabilise à un moment donné parce que c'était une bulle spéculative. Vraiment. Les revenus de GameStop ne montaient pas aussi vite que le cours de l'action. En 3-4 jours. Là, exact. Il n'y a même pas de revenus, diffusés. C'est ça. Il n'y a rien qui est annoncé ou quoi que ce soit. Là. Non, c'est assez particulier. Ben oui. Puis même un autre point qu'on a vu parce qu'il y a deux gros documentaires là, qui sont oui, c'est vrai. Il y a Eat the Rich sur Netflix. Exact. Puis sur Crave, le nom, c'est Game, je me souviens plus. Oui, il y en a un sur Crave aussi, HBO en fait. Exact. Puis lui, il y en a un des deux, je me souviens plus c'est lequel, mais il montre des gens qui maintenant habitent dans la rue, là, dans leur voiture, parce qu'ils ont tout perdu, ou en fait, qui ont tout investi, mais qui conservent encore les actions dans leur portefeuille au cas où. Pour le long terme. Oui, parce que s'ils les vendent là, ils vont être vraiment à perte. Mais il y en a qui ont mis toutes leurs économies, puis ils ne peuvent pas le revendre parce qu'ils vont avoir encore moins rien. Puis vivent ils se sont privés, il y en a qui se sont retrouvés à la rue. Ça m'a fait mal. J'étais là, est-ce que ce genre de situation-là peut arriver au Québec? Tu sais, dans le sens que... dans le fond, c'est une décision individuelle. Tu as raison, c'est pas le système... il y a des Québécois qui ont dû investir dans GameStop, c'est sûr. Oui, ça c'est sûr à que cette époque-là. Oui, ça c'est sûr que oui. Mais c'est fou de... En fait, je vois... Écoute, ceux qui ont investi dans Norbourg, man. Ben oui, t'as raison. Ça, c'était de la vraie arnaque. Ça, c'était de la vraie fraude. Là, du faux investissement. L'argent, il l'investissait même pas, il la dépensait. Puis eux aussi, comme Madoff, ils envoyaient des faux rapports et tout ça. Non, ça aussi, ça a été tout un... T'as raison, en fait. C'est juste que je trouve ça fou que des gens mettent... Je pense qu'il y a un peu d'immaturité ou d'esprit de gambling. Jamais je prendrais toutes mes économies, même si je pourrais... C'est trop risqué. On dirait que c'est du gambling à ce stade-là. Exact. Puis après ça, tu te retrouves dans la rue. C'est fou, là, jusqu'à quel point. En tout cas, ça m'a marqué aussi beaucoup là, de cette histoire-là. Moi, j'ai acheté de la crypto, de l'Ethereum puis du Bitcoin. L'Ethereum valait 4000 à l'époque. Et là, au moment où on se parle, doit valoir 2000 quelques. Donc, j'ai perdu la moitié là, de mes investissements. Mais j'ai misé une somme que j'étais prêt à perdre. Oui, exact. J'ai pas mis mes REER là-dedans et tout ça parce que c'est tellement volatile. Puis je pleurerais en ce moment. Là,
En ce moment, je regarde ça, c'est un peu anecdotique. Là. Je me dis que mon investissement il vaut plus grand-chose, mais je le garde quand même. Oui. Sauf que c'est ça, j'aurais jamais mis 50 000 dans ça. Là. Mais tu fais bien les garder, hein, le Bitcoin remonte là, ces temps-ci. Oui. On dirait que pourtant, il y a eu beaucoup d'histoires de fraude avec la crypto-monnaie, puis ça n'a pas aidé du tout le marché, mais je lisais hier qu'il y avait une certaine remontée du Bitcoin, donc ne perds pas espoir. Exact. Et vous, les distordus, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-là? J'espère qu'on ne vous a pas perdu là, dans tout le jargon financier. Vous pouvez nous le dire. Sachez qu'on est partout. On est sur YouTube, on est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok aussi, où on a plein de disto-news intéressantes. Et sinon, on est sur Patreon aussi. On vous rappelle que l'After Show, aujourd'hui, disponible pour nos abonnés, concerne la bulle des dot-com des années 2000. Donc, on va revenir un petit peu au début des années 2000, des années 2000, pardon. Ces années perturbantes où on pensait que tout allait s'arrêter. Oui. Et on va parler un peu de cette bulle-là. Donc, ça risque d'être très intéressant. On vous rappelle qu'il nous reste un épisode à cette saison-ci, mais on revient très bientôt avec d'autres bonus et éventuellement une future saison. Sinon, on vous rappelle que le montage est effectué par André Beaupré. Shout-out André. Yo. La musique est une création soit de moi-même, soit de RB, qui est un musicien, un de mes amis qui fait de la musique ambiante. Donc, shout-out à RB. Oui. Et on ne peut pas terminer sans donner beaucoup d'amour à nos membres Patreon. Je te laisse y aller, mon cher Seb. Oh oui, un gros high five à Stéphanie D, Tammy D, Norm, à Pauline G et à Virginie B. Aussi, un gros câlin à Véronique H, Pauline F, à Mec Brass, à Dominique R et à Marie M. Un gros shout-out à Cake San, Marianne G, Charlotte OH, Shani L et Charlotte. Aussi, un gros câlin à Jordan D, à Kathleen B, à Mister M, à Jessica UB et à Benjamin B. Je poursuis à Philippe D, Mariam L, Roselyne L, Amilune et Christine PC. Nous ne pourrions faire ce show sans le support inconditionnel de Jade, de Célia R, de Nathalie C, de Matty M et de Sophie L. Je poursuis l'amour avec Chloé L. Encore de l'amour à Chloé L. May Blaise, Marie-Pierre D. Laurie C. et Jean-François S. Aussi, shout-out à Adieu, à Carianne D, à Sophie, à Charles-Alexandre H et à Julie L. Je poursuis à Maya P, Magali P, Jean P, Maude BP et Pas Original. J'aime le nom. Shout-out à toi. Et je termine avec beaucoup d'amour pour Marthe, pour Mélie Mélo, pour Philippe B, pour Marie-Pierre L et Maxime L. Merci à vous. On vous aime. Et pour terminer, aurais-tu un mot de la fin sage pour nous ce soir, Seb? Bien sûr. Rappelez-vous que parfois votre conseiller financier est peut-être mieux placé pour gérer vos investissements que des personnes anonymes sur Reddit. En effet.